bonsoir à tous. À la une de ce journal, un regain de violence en milieu scolaire. Un adolescent a été poignardé à mort et selon des témoins, le présumé criminel n'est autre que l'un de ses camarades de lycée. La scène se déroule sur le campus d'un lycée situé dans le 3e arrondissement de Douala. Aspire dans ce journal l'enquête sur les circonstances de cette histoire qui défraie la chronique dans la capitale économique du Cameroun. Présidentielle Congo-Brazzaville, comment sortir de la crise économique et épurer la lourde dette d'un pays d'Afrique centrale dépendant des ressources pétrolières. Le développement du secteur agricole est au cœur du débat de la campagne électorale. Vous suivrez dans ce journal les propositions du candidat Denis Sassou Nguesso en campagne dans le nord-est et dans l'arrière-pays du Congo-Brazzaville. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces vives tensions observées le week-end à Baré-Soumtoum, village situé dans le département du Mungo. Les populations sont sorties en masse pour barrer la voie à un cortège funèbre venu enterrer une victime de Covid-19. Là, les populations estiment que l'inhumation devait se dérouler à côté d'une rivière. Elles redoutaient que la rivière soit contaminée. Cela a créé une altercation dans ce village situé dans le département du Mungo. Le récit des faits avec Cyril Diemba et Julingue Nyondé. Avec toute une ambulance. À Baré-Soumtoum, dans le département du Mungo, les populations sont en colère contre l'inhumation de la dépouille d'une victime du Covid-19 dans leur localité. On ne sait même pas qui est mort. La voiture vient où on va enterrer, on ressort. Mais cette fois-ci, c'est impossible. Cette voiture est bloquée et on nous dit pourquoi c'est en Baré-Soumtoum. Si c'est un cimetière, qu'on notifie que la mairie mette ça en marche. Que c'est à partir d'aujourd'hui, tout le village Baré-Soumtoum est un cimetière. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est l'enterrement de ce corps tout juste à côté de l'unique rivière qui les approvisionne en eau de consommation. Quand quelqu'un met, il y a un cimetière et les bons messieurs disent qu'ils ont vu certaines notabilités. Lesquelles? Voilà tous les notables. Lesquels ils ont vu? Le président du comité de gouvernement est là. On enterre les gens n'importe comment à côté d'une rivière. Vous nous prenez pour de qui ça? Ça peut se passer où? Les riverains de Baré-Soumtoum s'indignent surtout du fait que le défunt n'était connu de personne au village. Ça sort d'où ça? Je ne connais même pas la personne qui décède dans mon village. Face à cette situation, les populations ont menacé d'exhumer le corps et préserver leur cours d'eau d'une quelconque contamination. L'arrivée des gendarmes sur les lieux a permis d'apaiser les tensions. Ce corps qui est enterré est un corps malade du Covid. C'est à quelques mètres de la rivière. Je vous prie, jusqu'à lundi, que personne n'aille à cette rivière, jusqu'à que les médecins essayent de nous confirmer qu'on doit encore repartir. Si la famille du défunt ne justifie pas l'inhumation à proximité du cours d'eau, elle déclare cependant avoir reçu recommandation de l'hôpital régional de Nkonsamba pour une mise en terre express. Je suis arrivé chez eux hier aux environs de 22 heures. Je leur ai dit, papa est décédé, qu'est-ce que l'hôpital dit? Ils disent que l'hôpital a dit, demain au plus tard à 9 heures, on va enterrer. Ça se confirme que c'est le corona d'embarrer sur tout. Ça, c'est ce que l'hôpital dit. Il dit, ok, est-ce qu'on a la possibilité de prendre le corps pour aller au village? Elle dit, c'est notre souhait, mais il faudra te rappeler, il faudra te rapprocher de l'administration de l'hôpital. C'est comme ça que je vais, par personne interposée, j'ai je sais pas, quelqu'un qui se présente pour le directeur de l'hôpital. C'est même lui qui m'appelle parce que je suis d'abord allé voir le morgue pour dire, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une dérogation qu'on puisse prendre le corps pour aller au village? Il dit, le préfet a été formel, tout ce qui décède dans le Mungo s'enterre au Mungo. Alors quand je tape la main, ils me disent, tout ce qu'on peut faire pour vous, c'est que si vous avez un endroit enterré dans le Mungo, on peut encore vous le concéder. Je leur ai dit, ok, mais ce que je me concède avec la famille.
Quand on est concerté, ce papa qui est l'ami et le frère du défunt a dit « Ok, je peux vous donner un petit espace dans ma plantation pour que vous pouvez tout puissiez intégrer. » Les populations de Baré-Soumtoum n'entendent pas lâcher prise. Elles envisagent saisir le procureur de la République pour exhumation de ce corps présenté comme une menace pour leur santé. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, 2000 masques ont été remis aux commerçants du marché central de Yaoundé. En procédant à cette distribution, le ministre de l'administration territoriale et les autorités locales comptent renforcer la protection des commerçants considérés comme les cibles les plus exposées à la contamination au Covid-19 du fait de la négligence des mesures barrières dans les espaces marchands. Paul Atangandi a demandé aux commerçants de protéger leur santé et d'être exigeants envers leurs clients pour le port du masque avant toute transaction commerciale dans leur boutique. À cet effet, je vous invite à suivre Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Cette campagne, c'est d'abord quoi? Le port du masque, la distanciation physique, le lavage de mains. Nous allons vous donner symboliquement 2000 masques. Vous allez distribuer 100 masques devant nous. Mais il est important pour vous de sensibiliser tout le monde. Quelqu'un qui entre dans votre boutique et qui n'a pas de masque, vous ne devez pas être soucié parce qu'il veut vous donner de l'argent. Dites-lui d'abord de porter le masque avant de vous donner de l'argent. Parce que si vous êtes contaminé et vous mourrez, l'argent ne servira à rien. Il est important, voilà pourquoi nous sommes là. Le président de la République nous a demandé de faire cette sensibilisation et de descendre sur le terrain. Et que toutes les communautés, tout le monde est concerné. Les autorités religieuses, les chefs traditionnels, les maires. Vous devez vous organiser. Vous savez, le marché reçoit 10 000 personnes par jour. Donc la contamination est très facile dans un endroit comme le marché, la gare routière, les églises. Voilà pourquoi il est important pour nous de faire cette sensibilisation. Et vous devez être des relais responsables, puisque c'est vous qui tenez le marché. Et les gens vous écoutent. Mettons le cap sur Bafoussam, là où un incendie est survenu dans une concession familiale. Les flammes ont fait un mort. La victime est un enfant. Il a essayé d'échapper à la furie des flammes dont l'origine reste inconnue. Le Klat Sakem nous en dit plus dans ce reportage. Voici ce que je vois à la télé. Consternation, émotion au domicile d'un Kamdem dans la ville de Bafoussam. Cela fait suite au décès du jeune Ivo Marquet que voici, mort calciné dans la maison familiale au lieu d'une mairie rurale. L'incendie s'est déclenché au milieu de la nuit. Les circonstances de ce triste événement sont ici relatées par les proches. Je suis rentré, je suis arrivé à la maison. Comme je dors en bas, il dort en haut avec ses frères. Il n'y avait personne, il monte alors en haut du dos. Il est parti se coucher. J'étais assis au salon, après le sommeil m'a pris, je me suis couché sur le canapé. Et après j'ai vu comment la lumière, la télé s'est éteinte une fois. Et qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que le compteur a sauté. Et je suis entré dans la chambre me coucher. Après me coucher, je comprends comment quelqu'un se place en haut. Je dis qu'il y a le feu. Il y a le feu. Je me réveille. J'ouvre la porte, je vois que la grande maison était à tout rouge. Je suis parti cogner la porte, j'ai appelé mon fils fatigué. J'ai appelé mon fils fatigué jusqu'à maintenant, mon fils n'a pas répondu. J'ai appelé la épouse de ma mère. Elle s'est levée sur le moment d'ouvrir la porte, il n'y avait pas moyen, elle est sortie par la fenêtre. Aux environs de 2 heures, les voisins m'ont appelé que le feu a pris à la mairie. Je dis qu'il y a quoi? Il dit qu'il y a eu l'incendie. Ça a pris tous les boutiques et la grande maison. Je dis que les enfants sont hauts. On dit que ça a tué un enfant, il était dedans avec une grand-mère. La grand-mère est passée par la fenêtre, elle a cassé même le pied. L'enfant se battu, on lui est retrouvé au salon, déjà castré. On a porté le corps, on est arrivé à la morgue, on a dit qu'on ne peut pas garder. On est parti au village avec le corps. L'OPI arrive en l'absence de certains occupants partis à une veillée funèbre. Il y avait la veillée ici à la Totale, tous les enfants étaient là. On a dit que celui-là a dit que non, il ne peut pas sortir avec le foie.
qui peut sortir, le palu l'attrape avant de se coucher dedans. Fait curieux, la concession consumée par les flammes se trouve sur un jet de pierre de la base des sapeurs-pompiers. Quand le bassinet a vu la fumée en train de sortir, il a cogné le bas, si les gens étaient là-bas pour boire. Il a que vous buvez comme ça, il y a le feu qui sort dans la maison là. Après on a alerté les sapeurs-pompiers. Ils sont venus quand la maison était déjà, tout envahi comme vous voyez là. Les sapeurs n'étaient pas là à temps parce que les benzineurs sont partis taper le chez eux en plusieurs reprises. C'est un sapeur en civil qui vient encore démarrer le camion, déplacer le camion et amener au lieu fixe. Outre le décès du jeune Ivo âgé de 14 ans, les flammes ont endommagé tous les biens matériels dans les 4 boutiques et la concession familiale. Sur le site, transformé en un lieu de pèlerinage, le reste des meubles, tôles, documents jonchent le sol. Les circonstances de cet incendie restent inconnues. Un autre élève poignardé à mort dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Le drame s'est produit cette fois-ci dans un lycée situé dans le 3e arrondissement de Douala. Le mystère plane encore sur les raisons ayant poussé le présumé auteur de ce crime, un adolescent de 13 ans, d'avoir commis un tel forfait. L'administration du lycée reste silencieuse sur cette tragédie. Des enquêtes ont été ouvertes à la gendarmerie et la police. On fait le point avec Dallas Kana et Vivien Tonfac. La cour de cette concession familiale au quartier PK18, au lieu d'Yaloued, ne désemplit plus. Des voisins et autres pros du couple Tetsop viennent lui apporter leur réconfort après le décès tragique de leur fils, Frank Tetsop Tatsago, âgé de 15 ans, et élève en classe de 4e allemande au lycée de PK21. Parti de la maison pour l'établissement scolaire, vendredi 12 mars dernier, en parfait état de santé, Frank n'y retournera plus vivant. Oui, il nous a dit qu'il avait cours de TSF. Oui, directement, comme il sort là, il était avec le papa ici. À 11h, nous appelle que papa viens, l'enfant saigne. Rendu illico presto au lycée, après le coup de fil de l'administration, le géniteur de l'adolescent se rendra compte que la blessure était bien plus grave. Il arrive à l'hôpital, il se rend compte que c'est plutôt au niveau du cœur que l'enfant a été blessé. Quelques minutes après, apparemment, quand il arrivait, même l'enfant était parti. Mais de l'établissement, on lui a dit que l'enfant a eu une blessure sur la main, sur le bras. Sa grande fils, il arrive, il constate donc que c'est au niveau du cœur. Conduit à l'hôpital, Frank ne sera pas sauvé. Il passera de vie à trépas. Mais que s'est-il réellement passé? L'administration du lycée de PK21 approchée par Equinox Télévision a choisi de rester muette. Des sources concordantes font cependant savoir que Frank a été poignardé dans l'enceinte du lycée par un camarade, élève en classe de 4e espagnol. L'acte était-il prémédité? Tel est le mystère que les enquêtes ouvertes par la police et la gendarmerie permettront de lever. Pour l'heure, le corps de Frank se trouve à la morgue de l'hôpital de Lok-Baba. La mort suspecte d'une Camerounaise suscite la colère de la communauté camerounaise au Canada, admise dans un hôpital pour des douleurs présumées bénignes. Elle s'est retrouvée mise en quarantaine, isolée, parce que soupçonnée d'avoir contracté une grave maladie contagieuse. Alors que son état de santé se dégradait, ses cris d'alerte sur les réseaux sociaux n'ont pas permis de la sauver des griffes de la mort. Les Camerounais se sont mobilisés dans les rues des villes canadiennes afin d'exprimer leur colère devant ce qu'ils considèrent comme une négligence médicale et des soupçons de traitement raciste. On évoque tout cela dans ce reportage signé Kedjara. Cri de détresse d'une femme qui, voyant venir la mort, refuse de se laisser happer par elle. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir et laisser mes enfants. Aide-moi. Aide-moi. Je suis fatiguée. Je sens la douleur. Je sens que je suis en train de partir. Mais je n'ai personne. Aidez-moi s'il vous plaît. C'est dans cette vidéo de plus de 6 minutes que Mireille Njomo, affaiblie, le visage enflé et méconnaissable, appelle à l'aide depuis son lit de malade à l'hôpital Charlemagne, au Canada. La vidéo est d'autant plus intenable que quelques heures seulement après sa diffusion, sur la toile, Mireille va rendre l'âme. Pourtant, le 1er mars 2021, à son entrée dans cet hôpital,
Rien ne semblait présager de cette fin horrible. Elle souffre alors d'un problème à la jambe. Les médecins vont l'interner et comme la procédure le demande, ils vont s'enquérir sur ses allergies avant de lui élaborer un protocole de soins. Je les ai dit que je suis allergique à la pénicilline, mais ils m'ont injecté la pénicilline, sachant très bien que je suis allergique à la pénicilline. Ils me l'ont injecté pendant 3 jours. Oui, pendant 3 jours. Sur le 3e jour que je les ai demandé, qu'est-ce que vous êtes en train de m'injecter là? Je sens quelque chose dans mon corps. Je sens que je suis en train de mourir. C'est là où ils m'ont dit que c'est la pénicilline. Ce que Mireille Njomo sent, c'est surtout son corps qui est en train de la lâcher. D'ailleurs, on peut percevoir à travers la vidéo l'effort surhumain qu'elle fait pour s'exprimer. J'ai des boutons partout sur moi, sur ma tête jusqu'aux pieds. Je ne suis pas vraiment la personne que vous voyez sur cette vidéo. Oui, les gens qui me connaissent ne me reconnaissent plus. Je suis en train de mourir à petit feu dans cet hôpital. La chose est d'autant plus grave que la jeune dame est isolée du reste du monde, coupée de sa famille. Ils me cachent, ils m'ont isolée dans une salle. Aucun membre de ma famille n'a le droit de me voir. Ma soeur qui est au Canada, qui est aussi infirmière, elle est venue ici 2 fois, on l'a chassée. Elle a supplié, on l'a chassée. On a même appelé la police qui ne peut rien faire. Elle demande à plusieurs reprises d'être transférée dans un autre hôpital, mais en vain. Finalement, après plusieurs heures de négociations, Mireille Njomo est transférée dans un hôpital juif le dimanche 7 mars. Elle va rendre l'âme. 2 jours plus tard, on est alors le 9 mars. L'affaire fait un tollé. De nombreux immigrants, étrangers au Canada, soutenus par quelques Canadiens, se retrouvent dans la rue pour manifester et crier au racisme. Des actions qui ne ramèneront pas la défunte à la vie, mais qui ont remis au goût du jour la qualité du traitement des immigrants dans les hôpitaux canadiens à une ère où le Canada est présenté face au reste du monde comme l'Eldorado de l'immigration. Mettons le cap sur le Québec pour avoir cette réaction de Jackson Quigné, avocat québécois. Il révèle les circonstances de la prise en charge de Mireille. La famille a saisi les autorités gouvernementales et exige une enquête indépendante sur les allégations de négligence médicale et de traitement raciste. Je vous invite à l'écouter. Dans cet hôpital-là, elle avait eu perte de confiance vis-à-vis du personnel médical et qu'elle demandait à la communauté camerounaise et africaine en général de la faire sortir de cet hôpital-là. Et chose qui a été faite parce que la communauté camerounaise s'est mobilisée à travers certains activistes que nous avons ici. Quand même, la communauté camerounaise est assez bien représentée de ce côté-là ici. On a DJ Tef Chaleur qu'on connaît bien dans la communauté. On a Monsieur Zambou Joseph qu'on connaît également sous le pseudo de Papa Canada, qui sont mobilisés. Ils sont allés exiger la sortie de notre sœur de l'hôpital sous la pression. Ils ont fait sortir la sœur de l'hôpital Mireille, qui l'ont transférée à l'hôpital juif à Montréal. Et un jour et demi après, elle est décédée. Elle est décédée, selon les dires de l'hôpital juif, de suite d'un cancer, un lymphome. Et c'est à ce niveau-là qu'on se trouve au niveau des faits. Là, la communauté camerounaise également, à la suite, s'est mobilisée parce que ce cri d'alerte a été quand même assez poignant et a alerté la communauté canadienne et la communauté internationale également, parce que j'ai eu des appels, moi particulièrement de partout, j'ai eu des appels du Cameroun pour dénoncer cet état de fait. Et nous avons pris une autorisation de manifester. On n'a pas une autorisation, on a déclaré une manifestation devant l'hôpital à la ville de Longueuil. Les policiers ont été d'accord, ils étaient là pour encadrer la manifestation. Et c'est ça, on a manifesté sous la houlette justement encore une fois de plus de Tef Chaleur, de Papa Canada, Zambou Joseph. Et toute la communauté était là, ça a été bien accueilli. Tout le monde est sorti malgré le froid, il faisait assez froid, il faut le dire. Toute la communauté est sortie et
Elle était mobilisée, toutes les chaînes de télé canadiennes et montréalaises étaient présentes, c'était quand même assez médiatisé. Et aussi les télé et radio web, elles étaient présentes. Ça a été assez médiatisé et c'était le but c'était de porter haut nos aspirations, faire à ce que ce qui s'apparente à être un acte raciste s'apparente, je dis bien, et des réponses. On a demandé des réponses, on attend des réponses. En fait, on a manifesté ce jour-là pour demander des réponses. On voulait la création d'une commission d'enquête indépendante, mais déjà, ce qui a été fait, c'est que le coroner s'est saisi de l'affaire. Vous devez savoir, le coroner ici, c'est une institution publique qui généralement se charge d'enquêter sur les morts suspectes. Ça veut dire que déjà on reconnaît que la mort de Mireille était une mort suspecte, afin de prévenir d'autres morts similaires par la suite. Vous l'avez suivi, un organisme public canadien a ouvert une enquête pour mort suspecte de Mireille, afin d'en savoir davantage sur le protocole thérapeutique qui a été appliqué à cette ressortissante camerounaise établie au Canada. Au Cameroun, c'est un nouveau vent de colère qui souffle sur le chantier naval de Douala, courroucé par de mauvaises conditions de travail. Certains employés ont initié un mouvement d'humeur à l'image de ce rassemblement que vous voyez en image devant les locaux de l'entreprise. Ils ont bloqué l'accès au complexe ce matin pour exiger le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire, des primes de technicité qui datent de près de 10 ans, disent-ils. Les grévistes déplorent également l'absence d'assurance maladie, des manquements qui contribueraient à entacher le climat social au sein du chantier naval et industriel du Cameroun. Les forces de l'ordre déployées sur le site étaient parées afin d'éviter l'embrasement de la situation. Une réunion de crise a été convoquée par le préfet du Vouri. Il a rencontré les manifestants. Les résolutions restent attendues. Il faut dire que le malaise social est profond au sein du chantier naval, une entreprise qui vit au rythme des grèves depuis une dizaine d'années. Je vous invite à suivre la réaction de l'un des manifestants, par ailleurs président d'un syndicat. Nous revendiquons 3 mois d'arrêt de salaire, les droits des retraités, le paiement des arrêts de primes salissures, technicité et risques, le reversement des retenues syndicales. Ce sont les principales revendications que je viens de vous dire. Il y a les arrêts de primes de technicité qui datent depuis 2010, données par le conseil d'administration. Nous revendiquons aussi les histoires comme l'assurance maladie. Vous savez, une entreprise comme la nôtre, on n'a pas d'assurance maladie depuis 6 ans. Nous sommes une entreprise à haut risque. Voilà à peu près ce qu'il faut pour une bonne productivité dans une entreprise. Dans l'actualité politique, le comité exécutif national du SDF tense l'honorable Joshua Aussi, le premier vice-président de ce parti, est sommé de joindre sa voix à celle des députés RDPC pour faire inscrire la crise anglophone à l'ordre du jour de la session parlementaire en cours. Le SDF lui reproche d'avoir signé cette pétition adressée aux parlementaires américains lors des travaux du NEC placés sous la présidence du chairman Ni John Frundi à Yaoundé. La gestion opaque de la crise sanitaire a été dénoncée. D'autres détails avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Déjà, nous sommes un parti dynamique. Des personnes peuvent avoir des opinions différentes, mais ce qui importe, c'est les résolutions qui sont prises à la fin des débats. Et ces résolutions n'ont pas été tendres envers le premier vice-président du SDF. Il est demandé à Joshua aussi de faire une autre pétition avec les autres députés signataires du RDPC pour inscrire le problème anglophone à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Dans le cas contraire, la deuxième personnalité du SDF devrait simplement se retracter par rapport à la signature qu'il a posée sur la pétition adressée récemment par un groupe de 62 députés au Congrès américain. Cette résolution du NEC sonne comme un désaveu et relance le débat sur les prises de position de certains responsables du SDF, lesquels tranchent souvent avec la position officielle du parti, lorsqu'elle ne sème pas simplement de la confusion dans les esprits, au point où d'aucuns y voient une sorte de cacophonie sous fond de dissension. La dissension, il n'y en a pratiquement pas. Sinon, il y a des points de vue divergents dans les partis et on doit chaque fois tirer tout ce qu'il y a de positif dans ces points de vue pour faire un parti fort.
Le NEC s'est aussi préoccupé de l'avenir du parti au lendemain de la débâcle enregistrée lors des élections présidentielles, législatives et municipales. La base, comme tout parti leader, n'a pas apprécié par exemple notre score. Nous digérons toujours mal nos scores à la présidentielle et même aux dernières élections. Et nous leur avons posé la question de savoir comment faire pour revenir en force. Et à ce niveau-ci, les militants nous ont dit quoi faire. Et dans les jours à venir, vous allez voir le déploiement du parti et vous comprendrez que nous avons répondu à leurs préoccupations. Déjà, ces prises de positions différentes, participer ou ne pas participer, il faut bien que l'on comprenne que certains prétendaient qu'on n'y aille pas, d'autres disaient qu'on y aille. Il faut qu'on amène les deux factions à se mettre ensemble. Parce que nous avons des résolutions. Une résolution du NEC qui demandait après 92 qu'on ne boycotte plus que l'élection que ce soit. Une autre résolution du comité exécutif national tenu à Douala le 10 août qui disait qu'on boycotte. Vous voyez déjà que ça crée des problèmes, ça crée des dissensions. Il faut donc harmoniser tous ces points de vue. Au sujet du Covid, le SDF dénonce le laxisme du gouvernement et la rareté de l'eau qui est pourtant indispensable dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le NEC est également préoccupé par l'opacité et la cacophonie qui caractérisent la gestion des fonds Covid, ainsi que la communication qui est faite autour de cette pandémie. Sur le plan international, le SDF prend acte et félicite Mohamed Bazoum pour son élection à la tête du Niger. Dans ce chapitre politique, les conséquences de la malgouvernance sont désastreuses au Cameroun. C'est le constat que fait Mamadou Mouta, premier vice-président national du MRC, a accordé une interview exclusive à Equinox. Durant l'entretien, il a établi comment les populations à l'extrême nord se battent non seulement contre Boko Haram, mais également contre la pauvreté, l'exclusion sociale et l'abandon de la part des pouvoirs publics. Il a tensé le pouvoir de Yaoundé sur son refus de réformer de façon consensuelle le système électoral. Il a exhorté les jeunes à créer une véritable dynamique pour impulser l'alternance démocratique au Cameroun. Le point saillant de l'entretien exclusif de Mamadou Mouta, c'est avec Flavien Valondongo. D'emprisonner la justice, de se saisir de la justice. C'est un homme serein, mais plus que jamais déterminé, qui a décidé de dire sa part de vérité. Le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, après 20 mois d'incarcération, revient sur les raisons de son arrestation. Moi, j'ai fait ce qu'il y a de plus normal, revendiquer la libération de mes amis, revendiquer la cessation de cette guerre et justifier cette guerre inutile qui détruit des vies, qui mutile et qui déshumanise de façon irréversible des femmes dans le Nozo, de décrier ces détournements. Et la façon de le dénoncer, c'est de marcher où que ce soit. Ce qui fait mal à ce régime, justement, c'est de marcher à Yaoundé. Interpellé le 2 juin 2019, lors d'une marche de protestation à Yaoundé, Mamadou Mouta avoue avoir subi des atrocités indignes d'un être humain. Ce qui marque, c'est la violence et l'excès de zèle de certains policiers qui vont jusqu'à taxer des Camerounais aux faciès sahéliens comme moi, des Bamileke. Qu'est-ce que vous faites dans la chose des Bamileke? Quand on vous donne combien? Ils vous donnent 1500 pour venir marcher, vous, des pères de famille. Ils ont molesté des jeunes hommes. Certains m'ont imprégné d'ailleurs ma chemise de leur sang, au point où un commissaire de police m'a demandé si j'étais blessé quand ils m'ont arrêté. Dans ses explications, Mamadou Mouta refute des accusations portées contre lui comme instigateur de la mutinerie survenue un mois après son arrivée à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Cette manifestation a commencé quand j'avais à peine un mois en prison. On était en groupe ce jour à venir intervenir pour pouvoir calmer les prisonniers. Mais on n'a jamais interpellé les autres parce qu'ils sont les fils des uns et les fils des autres. Parce qu'ils n'étaient pas du MRC. D'ailleurs, même le régisseur a refusé de venir témoigner. Mais comme il fallait donner un nom et un visage à cette manifestation, c'est comme ça qu'on nous a désignés comme tête de proue. Le premier vice-président du MRC fustige le système judiciaire camerounais qu'il accuse d'être sous l'influence du régime en place. Personne ne peut justifier pourquoi c'est Paul Biya qui doit chaque fois convoquer et animer le Conseil supérieur de la magistrature. Dans une dictature, c'est normal. Mais dans un état de démocratie, ça des choses qui n'existent plus. Il faut une séparation réelle de pouvoir entre le pouvoir exécutif
et le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, les magistrats sont prêts à vous sacrifier à la demande d'un ministre de chez vous, parce qu'ils veulent avoir des faveurs du régime, puisque c'est le régime qui les nomme. Pour lui, les régions septentrionales sont frappées de plein fouet par des crises alimentaires et sécuritaires. Une situation à laquelle l'élite locale reste amorphe. Toutes les zones aujourd'hui détruites par Boko Haram méritent d'être reconstruites. Les populations méritent d'être aidées sur le plan financier afin de leur permettre de retrouver leur autonomie. Alors, l'élite du Nord s'est couchée complètement devant Paul Biya pour dire qu'elles n'ont plus rien à demander. D'ailleurs, ça a été fréquent dans les discours d'un célèbre ancien délégué du gouvernement. L'extrême Nord n'a pas de doléances. Et au Nord, justement, l'accès à l'eau potable et buvable est un défi permanent. Ces derniers réitèrent son engagement et sa ferveur politique afin d'éradiquer les maux qui minent le développement du Cameroun. Pour Mamadou Mota, la lutte continue. Il est question de trouver un seul président de la République pour toute la nation camerounaise. Parlons de la présidentielle au Congo-Brazzaville. Ce pays producteur de pétrole traverse une crise économique liée à une dette importante et une chute drastique des recettes pétrolières, principale source de revenus de l'État congolais. Pour inverser la donne, le développement du secteur agricole est un axe majeur. Le sujet est au cœur de la campagne électorale. Que propose le candidat Denis Sassou Nguesso du Parti du travail congolais? Il axe sa stratégie sur la modernisation du secteur agricole. Écoutez-le durant sa campagne électorale dans l'arrière-pays congolais. C'est avec nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Guy Zogo. Dans la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 21 mars prochain au Congo-Brazzaville, la route du Nord pour le candidat Denis Sassou Nguesso passe par Owando. Après Ifondo, Wesso et Oyo, où l'heure était consacrée au souvenir d'Edith Bongo, la fille du président décédée en 2009. Ici à Owando, le chef-lieu du département de la Cuvette, Sassou Nguesso compte de nombreux convertis qui croient ferme qu'il est l'homme de la situation pour poursuivre avec lui la marche à la tête du pays. Malgré tous ces soutiens évidents, le président Denis Sassou Nguesso tient à dérouler son programme. Celui-ci porte notamment sur les changements à continuer à opérer dans le chef-lieu et l'ensemble du département de la Cuvette ici à Owendo. La municipalisation, ce programme qui consiste donc à investir dans les infrastructures routières, va donc se poursuivre. Mais le président congolais insiste aussi sur l'agriculture qui, à l'entendre, est un atout important pour le Congo qui pourrait effectivement prospérer dans ce domaine. La partie fluviale, ce sera principalement, je dis principalement, la pêche, la pisciculture. L'autre partie de la cuvette de terre ferme, ce sera l'autre partie de l'agriculture, de l'élevage. Une autre préoccupation pour le chef de l'État congolais, c'est la consolidation de l'État de droit. Il faut savoir qu'un certain nombre de reproches ont souvent été faits ici au président congolais pour le non-respect des droits humains. Il entend donc mettre un accent particulier sur cette question s'il était élu pour les 5 prochaines années. Notre pays doit continuer d'être un pays de droit et nous allons renforcer cette dimension de notre pays. Nous devons ensemble travailler contre les antivaleurs. À Owendo, dans le nord de la République du Congo, pour Equinox Télévision, Carlos Minoué, Eric Watat, Gladys Sidje et Guy Zogo. Et la Guinée équatoriale qui va recevoir dans les tout prochains jours une mission d'assistance humanitaire venant du Cameroun et conduite par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assoma. C'est une décision du président de la République en signe de solidarité pour la Guinée équatoriale qui a subi un événement le dimanche 7 mars 2021 qui s'est soldé, une catastrophe qui s'est soldée par de nombreuses pertes en vie humaine.
et d'importants dégâts matériels. Selon une décision du président de la République, Joseph Betty Assoma conduira une mission d'assistance humanitaire. Il sera également accompagné durant la mission par une soixantaine de personnels de santé militaire, du Corps national des sapeurs-pompiers, du génie militaire, et également porteuse d'une importante cargaison de médicaments, de denrées alimentaires et de fournitures diverses. Voilà ce qui constitue la mission humanitaire du Cameroun en Guinée équatoriale, en signe de solidarité à ce pays voisin, victime d'une catastrophe qui a fait au moins une soixantaine de morts et plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels sur un site militaire en Guinée équatoriale. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Sortissante camerounaise dans un établissement hospitalier au Canada, la communauté camerounaise s'interroge. Et surtout, elle est en colère contre le traitement médical appliqué à cette ressortissante camerounaise. Vous l'avez suivi, son dernier témoignage, un cri de détresse où elle a été surprise de se voir administrer la pénicilline alors qu'elle avait bel et bien déclaré qu'elle faisait des allergies à ce médicament. Elle soupçonne que cela a affecté son organisme et l'a conduit tout droit vers la mort, malgré la mobilisation des Camerounais qui ont obtenu le changement, le transfèrement dans un autre hôpital. Cela n'a pas permis de la sauver. Aujourd'hui, il réclame justice, exige une enquête sur les allégations de traitement raciste et de négligence médicale. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite et qu'il en soit. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Louison Essomba, Raphaël Ndougou, Guy Hervé Fonga, Maître Fabien Kenyé. Madame, Monsieur, nous prenons donc tout de suite la direction de Montréal au Canada où nous attend Didier Tef Chaleur qui a assisté, qui a mobilisé toute la communauté camerounaise de ce côté-là pour nous dire ce qu'il en était véritablement. Bon après-midi, on va dire, bon après-midi Didier Tef Chaleur. Bienvenue à Equinox Soir. Oui, bon. Bonjour Serge Alain, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tout le Cameroun. Encore une fois, je suis honoré d'être invité afin de donner, n'est-ce pas, le visuel, pas juridique, mais le visuel du Camerounais vivant au Canada, précisément à Montréal où je suis. Oui, la situation est chaotique en ce moment, regardant notre consoeur Mireille. Vous aviez peut-être Tef Chaleur qui vous parle en ce moment, mais je voudrais vous dire qu'il y a toute une grande communauté derrière moi. En principe, les femmes se sont mobilisées comme vous ne l'avez jamais vu, afin que la journée de samedi, nous puissions crier « Santé pour tous et justice pour Mireille », car c'était ça le slogan que nous avons eu samedi. Et dans ce cadre ici, nous avons 3 points que nous réclamons en ce moment. Puisque vous ne m'avez pas posé de question, je vous résume juste ça, en attendant peut-être recevoir une question. Nous avons 3 points pour lesquels nous combattons en ce moment. Depuis le début de cette affaire, on parle d'un traitement raciste. Qu'est-ce qui vous amène sur cette piste concrètement? Alors, nous qui sommes en dedans, nous, on ne parlerait pas de racisme, parce que je pense que quand on va dans un hôpital, on ne va pas en tant que blanc, noir ou jaune, on va en tant qu'être humain pour se soigner. On a droit aux soins comme le rouge, comme le blanc, comme le noir. Donc, c'est pas classé, on va dire, racisme pour l'instant. Pour nous, c'est classé justice. Est-ce qu'il y a eu un manque de soins quelque part pour madame Mireille Ndjoumou qui était à l'hôpital? C'est la question que nous nous posons. Et c'est pour ça que toute la communauté s'est réveillée avec on va dire quoi, la presse écrite, la télévision comme vous. Ils sont tous venus samedi nous écouter. Nous ne sommes pas au niveau de la couleur, nous sommes encore au niveau de la justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va à l'hôpital en comptant beaucoup plus sur son téléphone cellulaire parce que c'est par là qu'elle a fait cet appel? Il faut vous le dire, il n'y a pas que Montréal ou le Canada qui est venu
n'est-ce pas, après ces cris, c'est vraiment tous les Camerounais de par le monde, tous les Africains de par le monde qui ont vu ces cris de détresse et qui se sont mobilisés afin de nous aider à, n'est-ce pas, faire ce qu'on a fait samedi. Donc pour l'instant, c'est pas classé racisme, c'est classé, on est dans le judiciaire, là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on veut juste savoir qu'est-ce qui est arrivé à notre consoeur pour l'instant. Voilà, et avec, est-ce que depuis samedi, la manifestation a eu lieu samedi, que vous disent concrètement les autorités de Montréal? Alors, pour l'instant, côté juridique, je pense que vous avez eu, côté juridique, je pense que vous avez parlé avec Maître. Tout à l'heure, je suivais le journal qui peut aller juridiquement parlant, vous dire des choses. Mais nous, dans la communauté, on s'est mobilisé. Alors, ceci me ramène à vous parler des 3 possibilités dont je vous ai fait part tout à l'heure. On a 3 points. Nous, là, on est côté médical. Ça veut dire qu'on cherche dans la communauté camerounaise, parce que nous avons des infirmiers, des docteurs, tout ce qui va avec, qui devront travailler ensemble avec la famille pour avoir le dossier médical de notre consoeur. Ensuite, nous avons le dossier, le côté juridique, ça veut dire les juges, les avocats et tout ce que nous avons dans la communauté, afin de travailler en collaboration avec nos confrères et sœurs qui sont dans la santé pour aller savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis le 3e point, il est politique. Quand on parle de politique, ici, c'est ça que nous avons fait samedi. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés crier le ras-le-bol. Il y a des députés qui sont venus écouter. Bref, il y a la classe politique québécoise, canadienne, qui est venue nous écouter. Donc, on espère donc que dans le lobby politique, ils vont donc travailler ensemble, afin que la santé, le juridique et le politique se rassemblent, afin que la vérité sorte. Car oui, notre sœur, notre consoeur mérite d'avoir la santé, en fait, mérite d'être traité comme un être humain et non en termes de peau. Comme je vous dis, on n'est pas encore classé au terme race. On est vraiment dans l'optique que chacun a besoin, a droit à la santé. Voilà, c'est ça qui est la question en ce moment. Voilà, merci DJTF pour toutes ces explications. On va prendre les réactions ici en plateau. D'abord, je voulais ajouter quelque chose avant de partir. Cette Camerounaise, cette vidéo déjà, elle a lancé un cri de détresse. Elle demandait à ses soeurs, ses frères camerounais de lui venir en aide parce que ce qu'elle vivait dans cet hôpital n'était pas catholique. C'est déplorable. Nous pouvons déjà dire que paix à son âme parce que c'est notre compatriote. Mais c'est déplorable parce que quand on sait que ce sont les pays que nous citons souvent en exemple où on peut vivre ce genre de situation, vraiment, on se pose la question pourquoi. Pourquoi? Parce que la santé n'a pas de prix et puis l'être humain on ne vend pas l'être humain en boutique, encore moins dans un supermarché. Donc, nous pensons que peut-être avec les revendications des autres compatriotes là-bas, quelque chose pourra être fait dans l'avenir par rapport à ce type de comportement où je ne savais pas qu'au Canada, il y avait déjà aussi ce type de comportement du genre racisme et autres. Nous ne pouvons que dire vraiment que la tête de nos ancêtres soit légère à notre compatriote, mais nous pouvons également dire plus jamais ça, il faut quand même que les pays qui sont cités en exemple, véritablement des exemples dans le monde entier. DJTF dit qu'il ne faudrait pas faudrait pas s'engouffrer dans la thèse du racisme, hein. Ce n'est pas encore... et ils demandent juste la vérité, ils veulent savoir comment on en est arrivé là. Si la dame on ne peut pas encore parler de racisme. Si la dame a déclaré qu'elle avait des allergies et autres, pourquoi est-ce que les médecins n'ont donc pas pris les dispositions pour éviter que le pire arrive? Comme nous voyons, le cri de détresse qu'elle lançait, ça veut donc déjà dire qu'il y avait un problème. Donc, vraiment, c'est difficile. Nous pensons que quelque chose sera fait dans l'avenir pour que cela ne puisse plus se passer. Maître Fabien Kenyen. Je voudrais adresser mes condoléances à la famille qui a perdu cette moi, je m'en sens en tant que Camerounais. Elle s'appelait Mireille Njomou. Tout à fait. Et cela dit, il y a quand même quelques curiosités. D'abord, partant de ses propres déclarations. Lorsqu'une personne est malade et n'est pas assistée, elle déclare qu'elle a été isolée, sa famille était interdite d'accès, ça devient un tout petit peu suspect. Et au-delà de ça, sur le plan médical, lorsqu'on dit qu'une personne présente quelques allergies par rapport à certains médicaments, il me semble ça être expert en la matière, qu'on ne devrait pas les lui appliquer. Et pour dire, parlant de ces éléments, je pense que ce qui me rassure, je dois le dire, c'est que le Canada est un véritable état de droit. Donc je suis convaincu qu'au sortir des enquêtes, la justice déterminera
déterminera certainement les responsabilités pour que son âme puisse véritablement reposer en paix. Gervais Fonga, face à ce drame, une compatriote qui lance cet appel-là, mais et le pire survient. Comment vous réagissez? Moi, cette actualité m'oblige à observer 3 choses. La première chose, pour dire que je ne comprends pas, il y a tellement d'incohérences, moi, qui me met dans une posture inconfortable. Là, ça pose le premier problème du bien fondé du dossier médical. Parce que voilà une patiente qui dit, avec tambour et trompette, qu'elle fait des allergies à la pénicilline. Et on réussit quand même à lui administrer la pénicilline, alors qu'elle dit clairement qu'elle ne supporte pas la pénicilline. Je m'attends à ce que Maître rebondisse dessus pour dire comment est-ce qu'on gère ce type de situation. Lorsque ça arrive. Lorsque ça arrive, moi ça me pose un problème. Elle a clairement, d'où le bien fondé du dossier médical. Je crois que le dossier médical, c'est ce à quoi ça sert. Quand vous êtes malade, vous arrivez, on regarde quand même ce par quoi vous êtes passé et ce qu'on peut vous donner et ce qu'on ne peut pas vous donner. Donc elle a dit ça, on l'a quand même administré, ce pénicilline. Donc je crois que les avocats ont de quoi, ils ont du grain à moudre, ils ont de quoi rebondir. La deuxième chose que ça m'amène à observer, c'est la force du nombre. Je crois que moi j'ai vu cette vidéo circuler plusieurs jours avant qu'elle ne décède. Et je suis quand même embêté de savoir que c'est après son décès une mobilisation des Camerounais du Canada. Moi, je ne comprends pas. Je veux dire que je suis un peu gêné. Non, mais les Camerounais sont mobilisés pour qu'on la sorte de l'hôpital où elle se plaignait. Tout à fait, parce qu'elle s'est plainte pendant... On la met dans un autre, il y a eu une mobilisation. Elle s'est plainte quand même pendant plusieurs jours qu'elle voulait changer d'hôpital. Qu'on la sorte de cet hôpital. Une vidéo a circulé. Moi, j'ai vu cette vidéo, elle était encore vivante quand j'ai vu la vidéo circuler. Et il faut qu'il y ait une véritable solidarité agissante entre Africains en général quand ils sont de l'autre côté de l'étang. Parce que on n'est jamais mieux en dehors de chez soi-même. Et moi, ce décès devrait permettre aux Africains de tirer un enseignement qui devrait être un peu plus solidaire les uns les autres quand ils sont à l'étranger. Parce qu'il est quand même inconcevable qu'elle soit même interdite de visite. C'est quand même surréaliste. Est-ce qu'elle était victime? Est-ce qu'elle avait choper une maladie honteuse au point où elles sont interdites de visiter même pas sa propre sœur qui est médecin? Je crois qu'il y a tellement de dysfonctionnement dans la procédure qui, à mon sens, donnerait suffisamment de matière aux juristes et aux avocats de saisir cette affaire à bras le corps quand on est quand même dans un pays comme le Canada qui a priori est un pays qui est nettement perçu comme un pays qui est très avancé sur le plan de la médecine et même de la gestion de ce type de situation. Je crois qu'il y a assez de matière pour permettre aux joueurs de réagir et c'est la dernière chose à observer, c'est que c'est bien qu'on ait une foule qui sache faire foule, peu importe les circonstances, parce qu'avec la force du nombre, on permet quand même à pouvoir obtenir des choses et faire inverser le rapport de force. Je pense que si les gens s'étaient mobilisés un peu plus tôt, peut-être que le pire ne serait pas arrivé. Mais hélas, on va simplement s'incliner devant ce décès-là, et s'étonner de ce que dans un pays comme le Canada, qu'on puisse en arriver à un tel degré de gravité de négligence médicale. Ça me semble assez surréaliste. Docteur Luisan Essomba, c'est une négligence, à votre avis? Au-delà d'une négligence, moi je vois... Parce qu'elle dit qu'elle fait des allergies par rapport à la piscine. Bien entendu. C'est un élément important sur lequel les avocats peuvent s'accrocher. Ils ont du grand amour. Au-delà d'une négligence, moi j'y vois un homicide volontaire. De vrai, parce que vous ne pouvez pas, étant à l'hôpital, indiquer que voilà, vous faites l'allergie sur telle chose et on vous inocule justement le produit non approprié. Donc, moi je regarde, j'observe qu'il y a quand même une mobilisation tardive. Parce que lorsque elle lance les cris d'appel, les cris d'alerte, s'il y avait eu une mobilisation un peu plus rapide, vous voyez, la mobilisation se fait quand on se rend bien compte qu'elle est déjà en train de perdre toutes ses énergies, en train de partir. Et quand on la sort de là, vous avez vu... Mais la mobilisation se fait après l'appel à vidéo. La sort de cet hôpital-là. Pas aussitôt. Pas aussitôt, Serge, parce qu'en réalité, quand on recoupe les faits, on se rend bien compte que les faits datent de quoi? De samedi, quand elle fait l'annonce. Je pense que c'est
Je crois que c'est quelques jours plus tard qu'on voit une réelle mobilisation, parce que quand elle dit je suis en train d'aller vraiment prenez soin de mes enfants, c'est là où le message étant fort évocateur a dû donc inciter cette mobilisation que nous voyons plus forte aujourd'hui. Mais ce que je regrette, c'est simplement qu'un pays comme le Canada, d'ailleurs Maître le disait avec force et vigueur, un pays comme le Canada qui sur le plan médical est un pays très avancé, on est quand même curieux de savoir que quelqu'un puisse mourir dans de telles conditions. Dans le fait qu'on inocule un produit non approprié, ça fait mal, et je pense que comme tout être humain, on ne peut que s'incliner devant sa dépouille et exiger que justice soit faite. Voilà. Raphaël Ndougo, on va revenir sur les fonctionnaires et la fonction publique. On demande également, dans ce document, instruire le ministre de la fonction publique, la réforme administrative, de veiller à la tenue régulière des conseils régionaux de discipline. Ça veut dire quoi? Que c'était rangé aux oubliettes? Mais on se réveille tout le monde, on se réveille tous après 21 ans. Quand le président a déjà demandé son secrétaire général d'écrire à ce moment-là la primature, ça veut dire que c'était aux oubliettes, il n'y avait plus de tenue de ce conseil. Oui. Et nous avons évoqué tout à l'heure les fonctionnaires qui sont affectés dans les régions, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires travaillent. Tout à l'heure, nous parlions du logement. Nous disions simplement que le logement actuel, avec ce que nous vivons aujourd'hui comme le coût de vie très élevé, nous nous souvenons de 2008, tout à l'heure, Guy faisait allusion avait une pensée pour la période de Mbanga. En 2008, c'était des émeutes de la faim. Vous vous souvenez du conseil des ministres tenu par le président de la République, présidé par le président de la République, qui nous avait demandé qu'avons-nous fait. Ça veut dire que le projet d'un panier d'aménager qui coûte cher. Et maintenant, le logement. Pour avoir accès à un logement, c'est-à-dire du genre appartement, 2 chambres, salon, ici à Douala, c'est 100 000 au moins. Et le fonctionnaire est payé, le non-logement est payé à moins de 50 000. Ça dépend des quartiers aussi. Oui, mais de toutes les façons, vous savez très bien que le logement coûte cher. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si l'État continue à construire des logements, moi je ne vais pas appeler ça sociaux, mais au moins des logements pour ses fonctionnaires. Si l'État logeait ses fonctionnaires, on n'en serait pas au niveau du coût du logement qui est élevé. Ça veut donc dire quoi? Dans quelles conditions ces gens-là travaillent? Nous avons évoqué tout à l'heure comment les gens vont suivre le dossier à Yaoundé. Si donc on essaie je vais appeler ça quoi? Déconcentrer peut-être, c'est comment on appelle ça, docteur? Oui, c'est-à-dire enlever ce pouvoir-là de Yaoundé pour les renvoyer dans les régions. Pour que simplement, au moment où vous devez avancer, vous avancez automatiquement. Au moment où vous devez toucher votre avance de salaire, je vais appeler ça quoi? Votre pension votre salaire, comment on appelle ça? Lorsque vous devez avancer et vous devez avoir votre rappel, vous n'avez pas besoin d'aller négocier aux finances. Donc vous voyez tout cela. La dernière chose, c'est d'aller autour. Tout à l'heure, vous avez vu la grève du chantier naval. Comment est-ce qu'on soigne les fonctionnaires chez nous? Parce que vous avez suivi là, on vous a dit, ils ont un souci de prise en charge. Quand le fonctionnaire se pointe dans un hôpital public, est-ce qu'il est pris en charge automatiquement? Ça veut dire que le fonctionnaire rendu au 15 du mois de mars comme celui-ci, et qu'il n'a même plus de l'argent dans ses poches, ne peut pas se faire soigner. Tout le monde sait comment le fonctionnaire vit. Donc, ces conseils au niveau régional là, il faut mettre l'ensemble dessus pour toiletter, pour chercher à comprendre quels sont les vétérans. D'ailleurs, on ne sait plus à comprendre. On connaît là les problèmes. Donc, il faut tout simplement les extirper pour qu'on ait une fonction publique idoine qui peut servir notre pays. Guy Fongan, qu'est-ce qu'on fait? Non, je veux dire que c'est encore de la fumisterie, c'est un autre écran de fumée. Parce qu'on demande le conseil supérieur à la fonction exactement, je vais vous publique. dire pourquoi. Quand on demande de tenir les conseils de discipline, moi j'ai envie de rigoler. Parce que les mêmes, on peut demander au même président de la République quand est-ce qu'il y a le dernier conseil des ministres. Personne ne peut donner avec exactitude. Parce que dans un pays, on ne tient pas le conseil de ministres. Ça n'existe nulle part. Alors que dans un pays sérieux, vous avez les ministres qui rentrent au gouvernement, qui sortent sans jamais avoir rencontré le président. Ils n'ont jamais échangé, discuté avec lui. Ils n'ont jamais vu. Et je pense que ça pose quand même un problème sur le minimum de rigueur et d'exemplarité qu'on peut exiger. Ils n'ont jamais vu le président. Il y a quand même la cérémonie des vœux, non? Mais vous savez... Il n'y a que cette année où elle n'a pas eu lieu. Voilà, donc vous avez des ministres qui vont sortir du gouvernement sans jamais rencontrer le président. Comment ça? Il n'y a pas eu gouvernement l'année passée? Parce que la vérité, on peut demander aux gens de tenir un conseil de discipline, alors que vous-même, en tant que le patron, vous n'avez jamais réuni vos collaborateurs, vous n'avez jamais parlé avec eux. Donc, ouais, toutes ces incongruités-là donnent de raison
sont des éléments des circonstances aggravantes qui peuvent expliquer l'indiscipline. Parce qu'il ne faut pas demander aux gens de faire ce que vous-même vous ne faites pas. C'est comme quand vous avez un enfant à la maison. Si l'enfant à la maison vous voit rentrer tous les jours à 2h du matin et que vous lui dites que je fais mon portée à 20h, quand c'est que vous rentrez tous les jours à 2h, il ne vous prend plus au sérieux. Donc je veux dire que c'est un peu inconfortable de savoir qu'un gouvernement peut demander, même ce conseil discipline. Moi j'ai dit qu'il y a des préalables sur lesquels il ne faut pas tergiverser. Les choses qu'on peut attendre de manière directe, efficace de ce conseil supérieur de la fonction publique, ce n'est pas des écrans de fumée tels qu'on veut. Guy, vous nous faites comprendre que si les salaires sont revalorisés, revalorisation des salaires, il n'y aura plus d'absentéisme. Il faut harmoniser. Il y aura plus d'absence. Il faut créer les conditions pour permettre. Il y aura plus d'absence. Non, pas qu'il y aura plus, il y aura moins d'absence parce qu'il faut créer, il faut créer un cadre et un environnement qui permet aux fonctionnaires de travailler en toute sérénité. Donc et puis il faut prêcher. Chercher l'argent ailleurs. Évidemment, c'est naturel. Je veux dire qu'il faut un minimum de charité, il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la charité. Quand vous voyez exiger de quelqu'un qui vit avec moins de... Enfin, qui a un salaire d'à peine 100 000 francs, vous le demandez des choses assez compliquées à tenir. Il faut un minimum de bien-être, pour pratiquer la charité. Et on peut comprendre l'attitude de certains fonctionnaires rebelles qui sont frustrés par le cadre dans lequel ils exercent de manière quotidienne leur métier. Et aujourd'hui, on a près de 3 000 milliards de francs qu'on a engloutis pour construire des stades. On a paupérisé les fonctionnaires qui vivent pour la plupart, certains fonctionnaires, parce qu'il y a le gouvernement a réussi à sectariser la fonction publique. On a créé les conditions pour que certains fonctionnaires vivent dans un misérabilisme déconcertant. C'est ce qui est le cas pour les anciens, qui sont les plus nombreux, bizarrement. Et donc, c'est que ils sont sacrifiés au détriment des autres qui sont payés pendant qu'ils sont collectés. Donc, je veux dire qu'il y a des choses essentielles sur lesquelles on attend la fonction, nos dirigeants. Et la meilleure chose à faire, c'est de prêcher par l'exemple. Qu'on commence par tenir un conseil de ministres, que les gens aient l'impression, au moins on prêche par l'exemple et qu'on donne le temps et qu'on fixe le cadre. Pour vous, la priorité, c'est quoi? Serge, là, je vais aller au-delà de ce que dit Guervé Fongan, parce que, voyez-vous, je pense que lorsque le locomotive ne tient pas, les wagons ne peuvent pas tenir. Il me semble, en matière d'enseignement supérieur, ça c'est sous le contrôle du professeur Essomba, que dans le statut de l'enseignement supérieur, il est prévu le conseil supérieur de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire le conseil de l'enseignement supérieur qui est présidé par le chef de l'État lui-même. Et c'est là qu'on prend autour de ce conseil qu'on prend les véritables orientations pour savoir quel étudiant on attend à l'issue de la formation académique. Vous permettez, on va d'abord accueillir Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir Sylvestre, au menu de 100% foot tout à l'heure. Bonsoir Serge Alain, au menu de 100% foot, nous parlons de ces destins qui sont bien tracés. Seydou Mbombo Njoya en est un exemple, jugé inéligible une semaine avant l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football par le tribunal arbitral du sport. Seydou Mbombo Njoya, président par intérim de la Fédération camerounaise de football, revient de cette Assemblée générale auréolé du titre de 4e vice-président de la Confédération africaine de football. Et oui, il est désormais le 4e homme le plus puissant du football africain en plus de son élection au comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'est en grande pompe qu'il a été ovationné par le personnel de la Fédération camerounaise de football ce jour au siège de la FECAFOOT à Tinga, Yaoundé. Vous aurez ces images et les réactions dans cette édition de 100% foot. Nous reviendrons sur l'élection par acclamation de Patrice Motsepe, le Sud-Africain désormais le patron du football sur le continent. Nous parlerons également des championnats professionnels tels qu'ils sont déroulés dans le cadre de la deuxième journée en Elite 1 et en Elite 2. Et pour en parler ce soir, deux experts du football avec nous en plateau. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 17 ans du Cameroun qui était déjà aux portes du Maroc lorsque les Marocains ont décidé qu'à cause du coronavirus, ils ne pouvaient plus organiser l'édition 2021 de la CAN U17 à Nice Bargafou. Ils seront en plateau ce soir, tout comme Serge Kamdem Kwam, le premier vice-président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Sylvestre Hippolyte Zangaou, vous dites que le Seydou Mbombo Njoya a été acclamé cet après-midi du côté de Tinga. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une lettre du TAS qui est en route là? Pour invalider sa nomination. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein.
Ça arrive tout le temps, les courriers du TAS. Écoutez, c'est fini. Désormais, pour le match, la fin du match. Désormais, sur le continent, Serge Alain, ce qu'il faut savoir, c'est que Seydou Mbombo a fait partie de ces personnalités-là dont on peut dire que qui peut le plus, peut le moins, puisqu'il est au-dessus de l'exécutif à la FECAFO désormais. C'est le 4e patron du football africain. Donc, il a désormais le choix entre continuer à exercer les fonctions de président par intérim de la FECAFoot ou celle de 4e vice-président de la Confédération africaine de football. Les deux fonctions ne sont pas incompatibles, bien évidemment, mais à lui de voir. Voilà, tout à l'heure, sans foot, avec Sylvestre Hippolyte Sango, on arrive au thème, rapidement, 30 secondes, on sort. Le conseil supérieur le conseil de l'enseignement n'a jamais presque eu lieu, alors que c'est le président de la République qui est chargé de le présider. Voyez-vous, que peut-on donc en attendre de celui qui à son niveau, ne prêche pas l'exemple? Ok. Voilà, Dr Luiso Essomba, on sort. Oui, sans aller autour, je vais rejoindre les autres pour dire que le président de la République doit reprendre la main. C'est-à-dire que respecter la régularité de la tenue des conseils des ministres. Le Premier ministre, lui aussi, il devait faire preuve d'autorité. C'est ça le problème du Cameroun en ce moment? Oui, bien entendu. L'absence de conseil des ministres? Mais oui, parce que c'est une instance de coordination gouvernementale. Vous voyez donc que tous ces problèmes-ci, en réalité, peuvent être posés. Ça va éviter la cacophonie gouvernementale? Ça peut éviter. Ça peut éviter. Et effectivement, c'est le cadre par excellence pour éviter donc cette cacophonie gouvernementale. Donc, je vous évoquais ici que c'est ce gouvernement qui est aussi autour de deux grands principes, le principe de la solidarité et de la collégialité. Et on se rend bien compte que le Premier ministre doit aussi prendre la main. Il doit faire preuve d'autorité. On a vu Peter Mafami Nsongé. À la veille des paiements de salaire, il se rend compte que le ministre des Finances, Babo Boutou, n'est pas au Cameroun. Il s'interroge, mais où est-il? On lui dit, oh, il est sorti. Oh, c'est lui qui a l'autorité, qui a l'autorisation. Vous savez que. Dès qu'il n'avait pas autorisé la sortie du. Il n'avait pas autorisé. Avant midi, le samedi, avant midi, aucun ministre ne peut sortir. Avant midi, après midi, après 12 heures, vous pouvez partir. Ça, c'est l'instruction du ministre. Donc, vous voulez dire que les ministres ne voyagent pas le vendredi? Non, c'est donc une erreur. S'ils sont partis le vendredi, c'est qu'il y a une autorisation du Premier ministre. Oui. Ça veut dire. Peter Mafami a dit au président, mais si vous n'enlevez pas ce monsieur, je balance ma casquette de Premier ministre. Et quand me va rentrer, le président l'a enlevé. C'est donc pour dire que le Premier ministre peut reprendre la main. Il peut reprendre la main. Il s'impose en tant que chef du gouvernement. Et à partir de là, les choses comme les conseils supérieurs, la fonction publique, tout cela, ça peut y aller de soi. Voilà. Chief Docteur Joseph John Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun. Bonsoir, madame, monsieur. Bonsoir, Ponty. Bonsoir, le Premier ministre, chef du gouvernement.